En toutes circonstances, je me conduis avec honneur, courage et dignité. Ces quelques mots, ces qualités sont celles d'un soldat. Notre invité est général, serviteur de l'État. C'est un expert des relations internationales. Il a été chef de la mission militaire française auprès de l'ONU à New York et il conseille des pays dans le domaine d'opérations de paix de l'ONU. Par ailleurs, il est aussi écrivain et son dernier ouvrage, Ce qui nous attend, est paru aux éditions Robert Laffont. J'ai le grand plaisir de recevoir le général Dominique Trinquant. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis très content de vous recevoir aux ondes clandestines. J'avais deux questions en préambule à vous poser. Et la première est héritière d'une longue liste de questions sur les ondes clandestines, en fait, c'est-à-dire une brève présentation en fait de vous-même sur qui vous êtes, qui vous étiez, qui vous êtes, et qu'est-ce que vous ferez. On vous connaît déjà à travers la médiatisation en fait des plateaux comme c'est dans l'air, mais finalement la personne on la connaît moins. Et dans un second temps, pourriez-vous nous dire ce qui nous attend finalement dans ce livre, en préambule, en se mettant dans la peau d'un lecteur neuf qui n'a pas de connaissances géopolitiques et qui découvre le livre, à quoi va-t-il s'attendre? Bien écoutez, dans un premier temps, donc qui suis-je? Eh bien, je suis un officier ayant fait sa carrière dans l'armée tout du long. Donc, je suis rentré à Saint-Cyr en 74. Mhm. J'ai choisi la cavalerie et donc jusqu'à ce que je réussisse le concours de l'école de guerre, que j'ai réussi en 88. En gros, j'étais face à l'Est, hein, soit dans un régiment de reconnaissance, soit un régiment de chars. J'étais aussi instructeur à Saumur auprès des EOR. Mhm. Ensuite, j'ai fait l'école de guerre française et anglaise. Et au moment où je faisais l'école de guerre anglaise, eh bien, le mur de Berlin est tombé. Cette double Et donc, compétence, en fait, anglais-français, pardon de vous interrompre, en fait, oui, oui, bien sûr, bien sûr. double compétence anglais-français, pourquoi? Pourquoi? Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que j'ai commencé mes études au lycée international de Fontainebleau. Donc, j'ai appris l'anglais très, 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 très jeune. Oui, Ensuite, parce que ma sœur a épousé un Britannique. Et donc, j'avais bien sûr une filiation avec le Royaume-Uni. Et donc, parlant bien l'anglais, pendant que j'étais lieutenant, et même à Saint-Cyr, d'ailleurs, j'ai fait un stage à Sandhurst. Et tous les ans, comme lieutenant, j'allais passer 15 jours dans un régiment anglais pour entretenir mon anglais. Et donc, quand j'ai réussi le concours de l'école de guerre en France, j'ai demandé à aller faire l'école de guerre en Angleterre. Et à l'époque, la DPMAT m'a répondu que j'étais le seul à avoir les diplômes qui me permettaient convenait. effectivement de partir en Angleterre. Voilà, et ça s'est poursuivi après, puisque j'ai fait le Royal College of Defence Studies en 99. C'est l'équivalent de l'IHEDN, si vous voulez, en Angleterre. Ouais, Donc voilà pour ma double qualification française et anglaise. Je disais, le mur de Berlin est tombé, et oui, donc toute ma première partie de carrière était tournée face à l'Est. Ma deuxième partie a été orientée vers les opérations. Et donc, euh, après l'école de guerre, je suis parti à Arras, et là, on m'a demandé d'aller commander un bataillon au Liban, dans le cadre de la FINUL, donc la mission des Nations Unies au Liban. Ça a très été bien. ma première opération extérieure. Et au retour, ben, j'étais devenu un peu le spécialiste de l'ONU. Et très vite, je me suis trouvé embringué dans les opérations en ex-Yougoslavie, où j'y suis allé comme euh, assistant militaire, on appelait ça à l'époque. J'étais le premier à avoir ce poste-là, auprès du général Koch qui commandait l'ensemble des forces en ex-Yougoslavie, donc en 93-94. Je suis rentré en France et puis en Mhm. 95, je suis reparti comme assistant militaire du général Soubirous, qui commandait la force de réaction rapide, celle qui a présidé aux accords de Dayton, si vous voulez, qui a Oui, permis les accords de Dayton, puisqu'on a attaqué à ce moment-là les Serbes en, en Bosnie-Herzégovine. très Donc bien. voilà pour cette partie. Ensuite, j'ai été pas mal orienté aussi vers la diplomatie, puisque j'ai obtenu 3 fois un poste à New York. En 92, j'ai créé le poste à New York, il n'y avait pas de conseiller militaire. J'ai passé 4 mois et j'ai créé le poste. J'y suis retourné en 99 comme colonel et j'y suis retourné, non, pardon, pas 99, en 2002 comme colonel Oui. et j'y suis jusqu'en 2004 et j'y suis revenu en 2006 comme général. Donc vous Mhm. voyez, des allers-retours entre les opérations Et la diplomatie. et la diplomatie. Voilà, c'est un peu toute ma carrière. J'ai quitté l'armée en 2009 comme général.
Mhm. Là, j'ai rejoint une société privée où j'étais directeur relations extérieures d'une société pendant 12 ans, où, comme vous le disiez, j'ai aidé les pays qui voulaient s'équiper pour participer aux opérations de maintien de la paix. Et puis, j'ai quitté cette société l'année dernière, en 2023, quand j'ai sorti mon livre, parce que je D'accord. considérais que je pouvais plus tout faire. Alors En revanche, parlons-en du livre, en fait, justement. ouais. De quoi il s'agit, en fait, parce que quand Alors, on prend la première fois le livre, on lit l'effet papillon des conflits mondiaux. Donc on s'attend un petit peu à ce que c'est. En même temps, on lit Général Dominique Trinquant. Mais de quoi il retourne? il retourne, en fait, je m'appuie sur mon expérience. Je parlais de l'expérience que j'ai eue aux États-Unis, au sein de l'OTAN, au sein de l'Union européenne, à New York, à Paris, sur le terrain, en Afrique, en ex-Yougoslavie, au Liban. Et sur la base de cette expérience, je vais expliquer les grands changements qui sont survenus dans le monde. Donc, ce qui nous attend, c'est plutôt, faut pas s'attendre à ce que je sorte une boule de cristal et que je vous explique ce qui va se passer dans les années qui viennent. Je tire des fils qui Mhm. expliquent ce qui est en train de se passer, et donc ce qui est en train de se passer préfigure ce qui arrivera. Alors, Alors, je donne, le plan, en fait, de votre livre est parlant, en fait, et il indique bien ce dont il est question. En fait, il y a un plan en trois parties: les nouveaux rapports de force, la course des puissances et péril dans la demeure, puis un épilogue. Est-ce que ce plan-là affiche une volonté de démontrer, comme si vous vouliez faire un électrochoc, en fait, pour faire prendre conscience des réalités? oui, je veux absolument démontrer une chose, c'est que nous sommes à la fin de l'illusion de l'extension de la démocratie dans le monde et à l'obligation que nous avons de défendre nos démocraties. Alors, pour reprendre le plan, si vous voulez, la première partie s'appuie à l'origine sur, bien sûr, la guerre en Ukraine, que je commente pas tous les jours, mais presque. Euh, et je dis que ce qui s'est passé en Ukraine est la conséquence des faiblesses de l'Europe et des États-Unis. En 2003, j'étais à New York à ce moment-là, Mhm. et j'ai vu les mensonges américains qui ont créé les possibilités d'une guerre en Irak. Et alors en 2003, vous êtes en fait en haut du 44e étage de New York. En fait, vous dites ça en fait dans le livre. Ouais. Vous regardez euh, par le trou béant blanc en fait et laissant passer les Twin Towers en fait plus bas en fait qui ont disparu après la chute des tours. Euh, Là, vous recevez en fait des notifications de la direction du renseignement militaire. On se dit en fait en général vous êtes tout en haut des strates. Est-ce que vous avez conscience d'être un homme influent en toute modestie? Alors, un homme influent comme peut l'être une éminence grise, si vous voulez. Ouais. C'est-à-dire que dans la mission que j'avais à New York, évidemment, New York, vous êtes au centre du monde. Alors, pas géographiquement, mais à l'ONU, vous avez 193 pays, 194 maintenant, qui sont présents. Vous pouvez interagir avec tout le monde. Et en 2003, les Américains voulaient faire une guerre en Irak. Les Français s'y opposaient et à peu près les trois quarts de la planète s'y opposaient, mais en laissant la France mener le combat du Conseil de sécurité. Mhm. Et comme vous le disiez, de mon bureau, eh bien, je recevais des informations de France qui me disaient quelle était la réalité des choses. Et donc, je voyais les choses évoluer avec la volonté américaine d'aller faire la guerre, la volonté française de n'aller faire la guerre que si nous avions réellement l'épreuve de ce que l'Irak avait l'armement de destruction massif. Et comme nous ne l'avions pas, eh ben, nous avons décidé de ne pas aller faire la guerre avec les Américains. Et nous avons pu Décrivez. voir que les Américains se mettaient le monde à dos, en fait, à ce Ouais. moment-là. Parce que vous décrivez en fait les années après le terrorisme, en fait le monde a changé, un monde disparaît, un monde réapparaît, ça c'est très clair. Et vous marquez en fait une césure, j'ai noté page 21, je vais vous lire quelques instants. L'année 2003 marque une césure, une opposition frontale entre les deux pays, alors que les États-Unis entendent mener leur guerre contre ceux qu'ils désignent en fait comme le premier protagoniste de l'acte du mal. La France cherche des motifs valables pour se lancer dans une intervention militaire. Euh,
Ça vous fait réagir comment, ça, en fait Oui, alors ben, la France à l'époque était toute seule hein, à combattre au Conseil de sécurité, mais dans les couloirs de l'ONU, tout le monde nous applaudissait en nous disant tenez bon la France, allez-y. Et donc les États-Unis ont fait une guerre en Irak sans l'accord du Conseil de sécurité et contre les trois quarts de la planète, y compris d'ailleurs les Britanniques, dont le Premier ministre avait décidé d'accompagner les Américains, mais le peuple britannique était opposé à cette guerre. On se Et rend donc bien on en compte, a vu les conséquences. ouais, on se rend bien compte en fait des conflits contemporains qui ont façonné l'histoire. Est-ce que vous pensez que la guerre en soi soit nécessaire pour transformer le monde en profondeur à chaque fois? Non, je ne le crois pas. Je crois que depuis 1945, on a mis en place aux Nations Unies, d'ailleurs c'est le préambule de la charte hein, des Nations Unies, qui dit nous, peuple du monde, décidons qu'il n'y aura plus de guerre. Et donc, Mhm. on doit régler les conflits autrement, en discutant. Vous Sauf que parlez, les Américains ne l'ont pas fait. Ils en ont discuté, mais ils n'ont pas eu l'accord. Donc, ils sont allés faire la guerre. Et les Russes, en 2014, puis en 2022, eux n'en ont même pas discuté. Ils sont directement allés faire la guerre. Alors, en 2014, c'est la victoire du type qu'aurait aimé le stratège chinois Sun Tse, qui dit mhm. gagner la guerre sans livrer la bataille. Alors qu'en Oui. 2022, les Russes ont attaqué, pensant qu'ils allaient gagner la guerre sans vraiment livrer de bataille, et ils se sont heurtés à un os qui s'appelait M. Zelensky et la volonté de défense ukrainienne. Vous parlez de l'Union européenne longuement dans le livre, à de nombreuses reprises. En fait, on y apprend aujourd'hui d'ailleurs qu'il y a des traités bilatéraux de sécurité avec l'Ukraine qui sont signés, que l'engagement des nations européennes est de plus en plus sollicité pour cette guerre. L'Union européenne, vous dites, page 57, en fait, elle a eu toujours beaucoup de mal à prendre des décisions, et particulièrement ce qui a trait à la défense. Il régnait en son sein une forme d'idéologie pacifiste qui allie à la prééminence de l'OTAN dans le domaine de la défense. Euh, Comment faire pour inverser ce phénomène, pour être plus réaliste, pour atteindre des objectifs plus réalistes et moins pacifistes finalement? Alors je crois que bah, c'est merci Monsieur Poutine. Hein. C'est Monsieur Poutine Ouais. qui nous a rappelé que la guerre existait. On n'y croyait plus. Mm. Et si vous voulez, on paye aujourd'hui les 25 ans de dividendes de la paix, dans laquelle nous pensions que la guerre n'était plus possible. Et les Européens, dans un mouvement pacifiste. Alors, citons l'Allemagne. C'est un peu de notre faute. Après 45, on voulait plus que l'Allemagne soit agressive. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'elle soit plutôt pacifiste. Mais plein d'autres pays sont pacifistes. Mais depuis le 24 février, je pense que les Européens se sont réveillés. Alors, au rythme de l'Europe, hein. C'est-à-dire qu'il faut remonter une pente, c'est compliqué. On a cassé les budgets de la défense pendant des années. Maintenant, il faut les remonter. Et il faut non seulement les remonter pour que nous soyons prêts à faire la guerre dans 5 ou 6 ans, mais il faut les remonter immédiatement pour aider l'Ukraine. Donc c'est compliqué. Deuxième point, l'Europe c'est compliqué parce qu'il y a 27 pays et que quand vous discutez entre 27 pays, c'est forcément plus compliqué que quand vous êtes tout seul. Donc l'Europe c'est compliqué, mais ça marche. Mm. Depuis le 24 février 2022, l'Europe s'est réveillée et a réussi à mettre en œuvre plein de processus que nous n'imaginions pas avant le 24 février. J'en donne qu'un seul, la Facilité européenne de paix. On discutait depuis des années sur le fait que cette Facilité européenne de paix, qui était globalement 5 milliards mis en place par les États, devait aider à équiper, par exemple, des contingents africains. Mais surtout, pas d'armement létal. C'était le pacifisme béat d'un certain nombre de pays européens qui prônaient qu'il ne fallait pas donner de l'argent pour acheter de l'armement létal. La guerre démarre le 24 février. Mm. Le 27, 3 jours plus tard, l'Europe décide que la Facilité européenne de paix pourra servir à acheter de l'armement létal. C'est ce que j'appelle le réveil brutal de l'Europe. Oui. Un des autres aspects des conflits, des dommages collatéraux, c'est les ressources des pays, en fait, la Russie. Et j'ai trouvé le chiffre à présent très intéressant. Avant la guerre, 55% du gaz provenait de la Russie. Un an plus tard, c'était plus de 4%.
Voilà, c'est très saisissant, en fait. L'un des innombrables, vous dites, effets papillons de cette guerre en Ukraine. Ah oui, complètement. Alors moi, ça m'a frappé. J'ai été invité à une conférence à Milan dans laquelle j'intervenais sur les sujets géostratégiques et juste avant moi, il y avait un spécialiste de l'énergie. Et il a dit, mais l'Europe a été incroyable. En moins d'un an, elle a réussi à inverser complètement les tuyaux de gaz, pour parler de façon imagée. Oui, Et c'est impressionnant. Elle a été capable de le faire. Et donc, si vous voulez, tous les gens qui n'arrêtent pas de critiquer, alors je vais vous donner deux autres exemples. Euh, on vous dit, aujourd'hui, l'embargo sur la Russie ne fonctionne pas. Alors, c'est vrai que c'est une passoire, parce qu'il n'y a que l'Europe et les États-Unis, globalement, le Japon et la Corée du Sud, bien sûr, qui appliquent l'embargo. Donc, tous les autres en profitent et la Russie en profite. Mais à terme, ça pèse sur l'économie russe parce mm, que d'abord, elle ne se modernise pas et deuxièmement, elle vend son pétrole et son gaz en dessous du prix du marché. mm. Deuxième point, on dit souvent, mais le monde entier, pour illustrer ce que je viens de dire à propos de l'embargo, est pour la Russie. C'est totalement faux. Les dernières résolutions de l'Assemblée générale, pas du Conseil de sécurité, mais l'Assemblée générale, sur 193 pays, 141 ont condamné l'action russe. Ça Mm. ne les empêche pas de faire du commerce avec la Russie, parce qu'ils ne croient qu'en leur intérêt. Et vous savez que les États sont des êtres froids qui ne croient qu'en leurs intérêts. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'ils soient d'accord avec l'action russe. C'est un élément de guerre économique, en fait, qu'on connaît, on connaît bien ici aux zones clandestines pour avoir traité. Bruno Le Maire, en fait, disait qu'au tout début, en fait, on allait raser l'économie russe. Il s'est un peu emporté ou Oui, mais je crois il s'est laissé emporter au départ. il s'est laissé Les emporter au effets ne départ? seront que sur le long terme. Ouais, c'est vrai. Mais aujourd'hui, si vous voulez, quand on vous dit que le PIB russe a augmenté de 3,5%, le PIB français augmentera de 1%, c'est simplement que l'économie russe est totalement transformée en économie de guerre. Donc forcément, quand vous mettez beaucoup d'argent dans les industries d'armement, que vous achetez des tas d'obus à la Corée du Nord et des drones à l'Iran, et ben forcément, le PIB augmente. Alors, sur ces entrefaites, on va quitter la première partie des nouveaux rapports de force pour entrer dans la course des puissances. Et à la page 65, en fait, vous expliquez le paradoxe en fait sur les États-Unis, en fait, les a priori qu'on a sur ce pays. Vous dites en fait en effet que c'est le pays de la première puissance économique militaire du monde. Ce pays ne parvient pas à enrayer son déclin dans le monde. Cet affaiblissement est lié à une série d'erreurs d'appréciation géostratégique qui, outre les conséquences qu'elles ont eues pour l'Amérique. Alors là, vous prenez à contre-pied finalement un a priori des gens, un a priori des gens, parce qu'en fait, on s'imagine toujours, est-ce que les États-Unis sont vraiment en déclin prononcé ou c'est une puissance encore forte? Alors je pense que ça reste la première puissance économique et militaire au monde. Il n'y a aucun doute là-dessus. En revanche, ils ont perdu de leur influence dans le monde. Et ça, c'est très clair. Et ils Mm. l'ont perdu essentiellement à cause de leur erreur, j'ai parlé de 2003, mais ensuite à cause de leur faiblesse. 2013, 2014, 2015, que c'était en Syrie, la fameuse ligne rouge qui ne devait pas être franchie, qui a été franchie, et les Américains n'en ont pas tiré les conséquences, que ce soit l'Ukraine, mais regardez même le 24 février 2022. Quelle est la première réaction des Américains? C'est de fermer leur ambassade, de rapatrier tous leurs conseillers et de dire à M. Zelensky, nous pouvons vous emmener. Ça veut dire qu'ils ne croyaient pas dans la capacité de résistance de l'Ukraine. Donc ces preuves de faiblesse successives Mhm. ont fait que la Russie a cru que l'usage de la force était possible. Mais ça remonte même avant. Ce qu'il faut relire, c'est le discours du président Poutine en 2007 à Munich. Mhm. Le président Poutine en 2007 a clairement dit qu'il allait combattre l'unilatéralisme américain. Est-ce que Mhm. ça a été un sursaut américain? Pas du tout. Il faut bien voir, et nous sommes en période électorale américaine actuellement,
que les Américains ne pensent qu'à une chose, c'est aux États-Unis. Les intérêts des nations, j'en parlais tout à l'heure. Et donc les Américains, si vous voulez, ils veulent d'abord réussir chez eux. Et chez eux, l'économie américaine réussit. Et Ouais, l'intérêt des Américains à l'extérieur n'est pas pris en compte tellement par l'électorat américain. Il est d'accord. pris par les gouvernements américains, et en particulier, singulièrement, par le gouvernement démocrate qui est au pouvoir actuellement aux États-Unis. Entendu, en fait, on va avancer maintenant sur l'Afrique. En fait, l'Afrique, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que celui qui accepte son passé est maître de son avenir. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase appliquée à l'Afrique? Est-ce que les autres pays comme la France et la Grande-Bretagne doivent une fois pour toutes se repentir de la décolonisation, en fait, de la colonisation, pardon, et, et enfin pouvoir avancer en fait dans le même sens? Est-ce que vous pouvez également nous dire l'état des forces françaises en Afrique et de leur devenir? C'est un sujet de préoccupation. Alors, ouais, je pense qu'il y a trois sujets. D'abord, j'ai écrit ce livre, j'ai terminé d'écrire au mois de juin. Donc, les coups d'État en Afrique de l'été ne font pas partie de la Ouais. rédaction. Euh, Simplement, si vous voulez, les- se repentir, comme vous dites, de la colonisation, il y a longtemps qu'on l'a fait. Mm. Il y a longtemps qu'on dit la France-Afrique n'existe plus. On a oublié deux phénomènes. D'abord, l'Afrique est extrêmement riche, en matières premières en particulier, mais les a très mal exploitées. Alors, il y a des queues de trajectoire de la colonisation, bien sûr, là-dedans. Le deuxième point qu'il faut voir, c'est que l'Afrique est extrêmement jeune. 60% de la population a moins de 20 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de 60% de la population qui n'a jamais connu la colonisation. Donc, la colonisation, aujourd'hui, est un prétexte. C'est un prétexte essentiellement pour une population jeune, et on va parler du Sahel, qui se rebelle contre des gouvernements qui n'ont pas été capables de trouver les solutions à la sécurité dans le pays, et donc des putschs militaires qui renversent les gouvernements et prennent la place de ces gouvernements. Alors maintenant, pour parler, et j'en viens tout de suite à la position de la France, je crois qu'on a tort en permanence de dire ah mais oui, mais alors l'armée française a quitté le Sahel, donc perte d'influence en Afrique. Mm. Alors, premier point, il n'y avait pas de force française au Sahel avant 2013. Qu'on se mette ça bien en tête. Mm. La France est venue à la demande du Mali, à la demande du Burkina Faso, à la demande du Niger, pour lutter contre les djihadistes. Il n'y avait pas de base militaire. Mm. Les pays en question ont considéré, après coup d'État, qu'ils n'avaient plus besoin de la France pour se débrouiller. Grand bien leur face. Aujourd'hui, ils ont décidé de faire des accords avec Wagner. Eh bien, le djihadisme n'a jamais cessé de progresser et progresse 2 fois plus vite depuis que Wagner est déployé dans ces pays-là. Donc, c'est leur choix. Laissons leur choix. Maintenant, la France, la place de la France en Afrique, donc je le répète, c'était pas au Sahel. Au Sahel, c'était à la demande des pays pour lutter contre les djihadistes. La France est toujours présente au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon, à Djibouti et au Tchad. Et là, il n'y a aucune contestation de la présence française, hein, je le rappelle. Alors parfois, il faut revenir un peu dans l'histoire et se souvenir que les pays du Sahel que j'ai cités, les trois que j'ai cités tout à l'heure, après l'indépendance, étaient des pays qui s'étaient orientés vers Moscou, déjà, à l'époque. Donc ils y reviennent. Pas de surprise. Un jour, le balancier reviendra peut-être dans l'autre sens. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, il faut arrêter de croire que l'influence française diminue. Je dis simplement qu'elle est maintenant, c'est un champ ouvert. Si les pays africains ont envie de faire des deals avec la Chine, la France, les États-Unis ou la Russie, libre à eux de le faire. Sauf que la Russie, économiquement, ne vaut rien en Afrique. La Chine vaut beaucoup, les États-Unis valent beaucoup, l'Europe et certains pays européens valent beaucoup. C'est aux pays africains de se décider. Nous avons un héritage commun, en particulier, qui est la langue française, qui unit beaucoup de pays, en particulier de l'Ouest et du Centre africain. Et Mm. ça, on peut le garder comme un lien historique, culturel, avec ces pays-là. Pour le reste, sur le plan économique, la compétition est ouverte et c'est aux sociétés françaises d'être les meilleures si elles veulent garder
leur part de marché. Alors, on repart en Europe avec la situation de crise en Ukraine. On a montré en fait notre détermination en Europe, à capacité à prendre des décisions finalement, à agir vite et ensemble. Est-ce qu'on peut fabriquer enfin une culture de défense commune et comment est-ce qu'il faudrait faire? Alors écoutez, pour l'instant, regardons ce qui se passe. Monsieur Poutine a ressuscité l'OTAN. Je rappelle que juste avant la chute de Kaboul, Monsieur Trump disait qu'il quitterait l'OTAN. Le président Macron, au moment de la crise, a dit l'OTAN est en état de mort cérébrale et il avait raison. Mais le 24 février, avec l'attaque de l'Ukraine, l'OTAN s'est retrouvé une raison d'être. Je rappelle que l'OTAN, c'était le traité de l'Atlantique Nord qui était face au pacte de Varsovie. Alors, beaucoup de pays du pacte de Varsovie ont rejoint l'OTAN maintenant, mais la Russie est toujours là. Et donc, l'OTAN existe. Donc, les Européens, aujourd'hui, ils ne rêvent en matière de défense que de l'OTAN. L'OTAN, c'est qui? Ce sont les pays européens plus les Américains. Les Américains, je voudrais rappeler historiquement qu'ils ne sont venus pendant la Première Guerre mondiale qu'en 1917, alors que la guerre avait commencé en 14. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 42, alors que la guerre avait commencé en 39. Donc, il faudrait peut-être que les Européens réfléchissent à savoir que les intérêts américains ne seront pas toujours les intérêts européens. Mais aujourd'hui, face à la menace russe, l'Europe a besoin de l'OTAN. Premier point. Deuxième point, les Européens, individuellement, chaque pays, augmente considérablement son effort de défense. Et cet effort de défense des pays européens, c'est en fait le renforcement du pilier européen de l'OTAN. Et à terme, ça doit permettre aux Européens de jouer une part plus importante dans l'OTAN. Et si les Américains venaient à se détacher de l'Europe, ce que je ne souhaite pas, il faudrait que les Européens soient capables de conduire leur barque tout seuls. Alors en fait, il faut avoir en tête que si l'Ukraine résiste, c'est vos propos, en fait, malgré sa vulnérabilité supposée face à l'ogre russe, c'est parce que ses citoyens sentent qu'ils ont plus à gagner avec une Ukraine européenne qu'en basculant sous la coupe de moscovisme autoritaire. Ce n'est pas si facile, pour reprendre vos propos, mais il faut croire en cette capacité d'attraction de l'Europe pour entretenir cette conviction, pour rester une puissance douce et ligne et plaidoyer pour une France plus forte dans une Europe plus forte. Est-ce que c'est un signe optimiste quand même? Vous êtes relativement très optimiste ou c'est réaliste? Non, alors, premier point, j'ai un optimisme de volonté. Ouais. Hein, on peut baisser les bras et dire c'est la catastrophe et on va rien faire. Je dis non, il faut faire. Le prince d'Orange disait il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Donc ça, Ah, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je crois fermement que ce que je disais en introduction, nous sommes à la fin de l'illusion de l'extension de la démocratie. Il faut renforcer nos démocraties pour qu'elles deviennent attirantes. Aujourd'hui, les pays qui veulent rentrer à l'Europe font la queue. Vous avez la Moldavie, vous avez l'Ukraine, l'Arménie, la Géorgie. Tous ces pays veulent rentrer dans l'Europe. Est-ce que vous voyez beaucoup de pays qui veulent rentrer dans une fédération de Russie? J'en vois pas. Le Kazakhstan se détache, le Kyrgyzstan se détache. Donc, soyons une puissance. L'Europe est un havre de paix et de croissance. Il faut arrêter de diminuer en permanence nos capacités. Je rappelle que l'Europe est la troisième puissance économique au monde, que tout budget cumulé aujourd'hui, elle est à budget de défense, elle est à 321 milliards d'euros. Donc c'est une puissance. Il faut arrêter de nous dénigrer. Et c'est une puissance qui compte dans le monde. Mais pour ça, elle doit se reconfigurer. Il y a ce soir à Paris une réunion où il y a quasiment tous les États européens sont présents.
y compris le Royaume-Uni d'ailleurs, qui ne fait plus partie de l'Union européenne. Mhm. Donc, il faut impérativement que les Européens croient en la capacité de l'Europe. Et pour la France a cessé d'être la grande puissance qu'elle était avant la Première Guerre mondiale. Elle est aujourd'hui une puissance importante en Europe, première armée européenne, deuxième puissance économique et deuxième puissance démographique. Donc la France doit être forte dans une Europe forte. Dernière partie, la partie péril en la demeure. Là, vous décrivez trois types de péril. En fait, le péril autoritariste, le péril djihadiste et le péril individualiste. Sans déflorer en fait l'originalité de cette construction en fait de péril, en fait, est-ce que vous pouvez nous résumer ces trois types de péril en quelques mots? Alors pour le péril djihadiste, c'est assez simple. On le craignait beaucoup en 2014-2015. On y fait moins attention aujourd'hui, mais il est toujours présent. C'est la volonté pour une partie d'une population musulmane de verser vers l'islamisme, c'est-à-dire l'islam radical, et donc de se séparer de la communauté nationale, qui, je le rappelle, en France est laïque. Donc ça veut dire que vous pouvez être musulman, dans votre vie privée, il n'y a pas de problème, mais vous ne constituez pas une communauté. En France, il n'y a pas de communauté. Et je dis que ceci progresse. Je vous donne deux exemples. Le premier, vous savez qu'il y avait des imams qui venaient de Turquie, d'Algérie, etc., pour le ramadan. Le ramadan qui commence dans 2 semaines. Eh bien, cette année, il n'y aura plus d'imams envoyés par ces pays. La France l'a interdit. Donc ça veut dire maintenant c'est dans la communauté internationale. Le deuxième symptôme que je voudrais souligner, c'est que la Grande-Bretagne, qui a complètement une vision différente, avec des communautés importantes, eh bien, à propos de la guerre entre Israël et Gaza, il y avait des centaines de milliers de musulmans très agressifs qui défilaient dans les rues de Londres en agressant Israël et en faisant d'un sujet extérieur un sujet intérieur à la Grande-Bretagne. En France, nous n'avons pas eu ces manifestations. Ça prouve que petit à petit, la communauté française intègre plus les musulmans à l'intérieur de cette communauté. Ça, c'est mon point sur le djihadisme. Sur l'individualisme, c'est plus sur la jeunesse, je trouve, mais c'est pas une critique, c'est une tendance. La jeunesse est beaucoup plus individualiste. Il faut lui réapprendre Oui, il faut apprendre qu'elle en a fait des juste droits. quelques instants, je vous interromps là-dessus, en fait sur la Oui, jeunesse, en fait que vous décrivez en fait la génération X, Y, des Z, etc. Très très bien en fait donné. Il y a même une description en fait de la génération Y en fait de 73 à 78, je crois, et du coup me concernant, c'est pour ça que je faisais un aparté, mais me concernant, c'était très très un passage très 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 beau. Oui, je vous laisse reprendre. non, je disais simplement que cette jeunesse, et je la connais, moi j'ai des enfants et des petits-enfants, hein, donc je la côtoie. Eh bien, cette jeunesse, là aussi, il ne faut pas désespérer, il y a des réflexes qui sont à prendre maintenant. Il faut, par exemple, se méfier beaucoup des réseaux sociaux. Alors, on va peut-être passer sur les réseaux sociaux, donc ça a du bon, les réseaux sociaux. Mais il faut bien voir que aujourd'hui, les algorithmes vous enferment dans des mondes que vous avez envie d'entendre. Et les réseaux sociaux qui devraient être un lieu d'échange, où ça vous permet d'ouvrir votre horizon, en fait, on les fait inverse à cause des algorithmes vous enferment. Mm. Et ce qui fait que cette jeunesse euh, ne mesure pas tout l'intérêt de la communauté nationale. Et c'est là où je dis qu'ils sont de plus en plus individualistes. D'ailleurs, c'est très intéressant. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu des sondages sur la démographie en France. Vous savez qu'elle est en train de baisser. Mm. Nous étions un contre-exemple en Europe, où il y avait une démographie qui tenait à peu près. Elle est en train de beaucoup baisser. Et les raisons pour lesquelles elle se baisse sont en fait des raisons d'égoïsme. C'est pas parce que il n'y a pas de crèche, parce que le problème du travail et tout. Ça, c'est tout à fait en bas dans les sondages. C'est parce que euh, on est égoïste. On veut penser à soi et peut-être penser à un enfant, mais pas plus. Un peu comme les Chinois d'ailleurs au passage. Et donc, tout ceci
il faut le remettre, il faut croire en l'avenir. Il faut espérer dans l'avenir. Et il faut espérer que tout ceci fera un monde meilleur. Et ce monde meilleur, c'est à nous de le bâtir. Alors, c'est pas parce qu'il y a des difficultés aujourd'hui, mais nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, vous imaginez ceux qui ont été pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la Première Guerre Ouais, mondiale, au XIXe siècle, la Révolution, ils ont vécu des périodes terribles et ils ont cru en l'avenir et ils ont construit la France dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Vous savez, une expression que j'aime beaucoup, une jeune fille qui parlait à un monsieur un peu ancien et qui lui dit, mais monsieur, la période est difficile. Et il lui répond, non, c'est pas qu'elle est difficile, c'est qu'elle était censée ne pas l'être. exactement. Vous décrivez à la fin de votre roman votre engagement auprès d'En Marche, en fait, auprès d'Emmanuel Macron, un engagement prononcé, en fait, qui est une aide, en fait, qui s'est. Vous avez vécu l'expérience comment? Ah, écoutez, d'abord, c'est un concours de circonstances, hein. On m'a Oui, appelé en me disant, est-ce que vous voulez être dans l'équipe de Monsieur Macron? C'était en septembre 2016. À l'époque, moi, je connaissais pas du tout Monsieur Macron. oui, Donc, je me suis adressé au chef d'état-major des armées, qui était à l'époque général de Villiers, et je lui dis, qu'est-ce que tu en penses? C'est mon bazar, il est de l'année après moi, hein. mhm, Donc, je le connais bien, et je lui dis, qu'est-ce que tu en penses? Il me dit, il faut y aller, il faut qu'on ait des gens dans toutes les équipes. Donc, je suis rentré dans l'équipe. Et là, j'ai rencontré des jeunes, beaucoup de jeunes. J'étais vraiment un ancien là-dedans, mais beaucoup de jeunes extrêmement dynamiques, extrêmement volontaires, et qui croyaient en la France. Puis j'ai rencontré le candidat Macron, et je me suis surtout articulé sur un sujet qui était le service national universel, qui était fait en fait pour lutter contre l'islamisme et l'individualisme. Et donc c'est un projet qu'on a porté à plusieurs, hein, et qui a été saisi tout de suite par le candidat Macron et qui continue à être suivi par le président Macron. Et donc voilà comment je l'ai vécu. Alors ça a été sur un sujet très particulier qui était le sujet que je connaissais bien, c'est-à-dire la défense, hein. Et dans la oui, défense, il y a bien sûr la résilience de la nation. très bien. Des questions subsidiaires, en fait, qui n'ont pas lieu avec le rapport avec le livre, en fait, sur l'Ukraine, en fait, Navalny, en fait, figure importante là-bas en opposant, en fait, les impacts et enjeux, d'après vous. Écoutez, Navalny est un homme extrêmement courageux, puisqu'il avait été empoisonné, qu'il savait qu'en rentrant en Russie, il risquait sa vie. Il a décidé d'y aller. Il a perdu la vie, quelles que soient les conséquences qu'il y aura. Est-ce que ça suscitera un mouvement au moment de ses obsèques? Comment auront lieu les obsèques? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Euh, Simplement, je pense que si le pouvoir russe a tant de difficultés avec M. Navalny, c'est probablement qu'il craint quand même une opposition possible. J'en parlais il n'y a pas longtemps avec une Ukrainienne qui me disait, une Russe, pardon, une Russe, qui me disait que il y avait un film qui avait été fait sur Le Maître et Marguerite de Mhm. Bulgakov, un livre que j'aime beaucoup, et qui a eu un grand succès en Russie. Et je me suis dit, ben, grâce à ça, je ne désespère pas de la Russie et des Russes, parce que c'est un livre d'opposition à Staline à l'époque, et donc qui peut être très bien appliqué aujourd'hui à la société russe. D'après vous, la Russie, en fait, va-t-elle perdre la guerre? Oui, elle ne peut pas gagner, c'est certain. Elle a utilisé la force pour envahir un pays indépendant, donc elle ne peut pas gagner. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que gagner ou perdre une guerre? Ça, c'est compliqué. L'Ukraine a un Mhm. problème démographique énorme. Je vous parlais de notre démographie qui est à 1,8. Je rappelle que pour renouveler les populations, il faut être à 2,1. L'Ukraine est à 1,2. C'est-à-dire que c'est un pays qui est en train de mourir, qui était avant 91 à 52 millions d'habitants, qui est aujourd'hui à peu près à 36 millions d'habitants. Un pays en train de mourir, est-ce qu'il doit encore sacrifier sa jeunesse sur le champ de bataille pour des terrains dont il doit mesurer de l'importance? C'est pas à moi de répondre, c'est aux Ukrainiens. Très bien. On approche de la fin et comme dans toute émission des ondes clandestines, je vous laisse le mot de la fin. Vous avez le droit de dire ce que vous souhaitez. Bien écoutez, je dois dire à ceux qui nous écoutent, un, qu'il ne faut pas désespérer. Vous avez compris que je suis un optimiste. Euh, Bernanos, qui est un auteur que j'aime beaucoup, disait
le plus haut, la plus haute position de l'espérance, c'est le désespoir surmonté. C'est pas la phrase exacte, Ouais. mais surmonter notre désespoir. Et comme je suis un cavalier, je dis en avant, calme et droit, c'est à nous de construire le monde que nous voulons et qui doit s'opposer à ce totalitarisme qui a été mis en place en Russie. À moi de conclure cette émission. Comprendre, expliquer et prédire les comportements géostratégiques à travers de multiples variables, c'est sans aucun doute ce que vous attendez d'un livre de stratégie, et c'est d'ailleurs ce qui vous attend dans cet ouvrage. Cet ouvrage, en fait, lecture passionnée et passionnante, en fait, d'un auteur hors norme, le général Dominique Trinquant. Merci de votre intervention, en fait, en général, et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.